Bien bonjour à tous, donc du coup on se retrouve pour cette quatrième colle de Biofi. Donc du coup pas mal de notions abordées dans cette colle, vous l'avez vu, avec notamment pas mal de QCM sur les déplacements moléculaires. Donc c'est pas forcément des notions qui sont faciles, donc on va reprendre tous ensemble pour la correction. Donc voilà, bon courage à vous et c'est parti. Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien et que votre confinement se passe bien. Donc le QCM7, ça portait sur le donnant, le phénomène du donnant. Donc en fait c'était un QCM où il n'y avait pas de calcul à faire, mais c'était surtout un QCM pour comprendre ce phénomène. Donc on nous dit qu'on a deux compartiments de volume fixe et égaux qui sont séparés par une membrane dialysante. Dans le premier compartiment on a du chlorure de sodium, donc compartiment A, alors que dans le compartiment B on a du PCl2. On vous rappelle donc que les ions sont totalement dissociés dans les deux compartiments. Et du coup, ce que je vous conseille quand vous avez ce genre de QCM, c'est d'abord d'analyser le phénomène et ensuite répondre aux items. Ça vous permettra déjà de répondre beaucoup plus facilement et aussi beaucoup plus rapidement. Donc on va analyser le phénomène à l'état initial. Donc on a bien notre cuve A avec notre chlorure de sodium dissocié, notre cuve B, donc avec toutes les deux cuves de volume égaux 1 litre et notre membrane dialysante. On a l'état intermédiaire, en fait, on va se rendre compte que, comme c'est une membrane dialysante, la protéine ne peut pas diffuser, puisqu'elle est trop grosse, c'est une macromolécule. Donc on sait que la diffusion ne peut pas se faire dans ce sens-là. Donc en fait, par souci de gradient de concentration, par souci de gradient de concentration, on sait que dans la cuve B, il n'y a pas de sodium. Du coup, le sodium de la cuve A va diffuser dans la cuve B. Et là, par souci d'électroneutralité, le sodium ne va pas diffuser tout seul, mais il va emporter avec lui l'ion chlorure. Donc ce qui va nous faire un état final comme ceci. Donc notre cuve A avec toujours notre chlorure de sodium, mais dont du coup les concentrations ne seront pas les mêmes. Et notre cuve B, donc avec notre P2+, Cl- et Na+. Donc maintenant, on va pouvoir répondre aux items. Donc item A, il était bien vrai. La protéine étant une macromolécule ne diffuse pas dans notre compartiment. C'est vrai. Ce que je vous avais dit tout à l'heure dans le QCM6, c'est que comme c'est une membrane dialysante, elle laisse passer l'eau, les petites molécules, mais elle va arrêter les macromolécules comme les protéines. Item A était bien vrai. L'item B, il était faux. On peut observer un flux d'ions non pas du compartiment B vers le compartiment A, mais du compartiment A vers le compartiment B. Puisque tout à l'heure, on avait vu qu'il y a une différence de concentration en sodium, donc en ion sodium, dans le compartiment B. Du coup, il va diffuser vers le côté le moins concentré, donc du compartiment A vers le compartiment B, et par souci d'électroneutralité, il va emporter avec lui un ion chlorure. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure quand on a analysé le phénomène. L'item C, il était faux. Dans le compartiment B, l'équation de dissociation à l'état initial, ça ne va pas être ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la bonne équation, ça va être celle-là. Donc on a notre PCl2, ce qui va donner donc P2+, plus 2Cl-. Alors, comment on peut trouver ce genre d'équation ? En fait, on sait que dans une cuve, l'électroneutralité, elle doit toujours être respectée. Du coup, on a une concentration équivalente en anion qui doit être égale à la concentration équivalente en cation. Si dans une cuve, on a du PCl2, on a une mole de P2+, et en fait, la charge de P2+, c'est plus 2. Du coup, on va faire 1 fois 2. Donc la concentration équivalente en cation est égale à 1 fois 2, c'est égal à 2 hec. On a 2 moles d'ion chlorure, donc la charge c'est moins 1. Donc la concentration équivalente en anion c'est 1 fois 2 et ça va être 2 hec. Ok ? L'item D, lui, il est faux puisqu'à l'équilibre, l'équation de donnant, c'est pas celle-là, puisqu'en fait, ici, le piège, c'est qu'il y avait la concentration en protéines en plus ou en trop. Du coup, la bonne équation, c'est bien celle-là, donc la concentration du chlore fois la concentration du sodium dans le compartiment 1 qui est égale à la concentration du chlore fois la concentration du sodium dans le compartiment 2. Du coup, en fait, comme la protéine ne diffuse pas, elle n'intervient pas dans cette équation, c'est pour ça. L'item D était bien faux. L'item E, il était vrai à l'équilibre. La protéine, elle induit bien une différence de potentiel de signe positif entre les compartiments A et B. Le potentiel étant positif dans le compartiment où elle est présente. C'est vrai.
puisqu'en fait c'est la protéine qui est toujours responsable de ce potentiel, puisqu'elle ne diffuse pas, et du coup le potentiel il sera toujours du signe de la protéine dans le compartiment là où elle se trouve. Donc là on avait une protéine positive, c'est pour ça qu'on a une différence de potentiel de signe positif. Si on avait une protéine de signe négatif, on aurait une différence de potentiel de signe négatif entre les compartiments. Du coup, l'item E était bien vrai, et QCM7, les réponses étaient AE. QCM8, du coup, c'était sur un générateur, donc le gallium, qui est un radionucléide émetteur de positons par désintégration β+, donc est utilisé dans le marquage de peptides pour l'imagerie tumorale en médecine nucléaire. Et on nous dit qu'il est obtenu à l'aide d'un générateur d'isotopes par filiation radioactive à partir du germanium. On vous donne les périodes, donc les T1,5 du germanium et du gallium. Et il y avait beaucoup de QCM, c'était surtout, donc les 3 premiers c'était surtout du cours et les 2 d'après c'était de l'application de formules. L'item A, lors de cette filiation on observe l'émission de l'élément fils et d'un oppositon uniquement, c'est faux, attention, c'est une β+, on n'oublie pas le neutrino, on a bien notre élément pair, l'élément fils, le positon et le neutrino. Du coup, l'item A était faux. L'item B est faux, l'élément pair se désintègre plus vite que l'élément fils, il s'agit donc d'un équilibre de régime, c'est faux. Donc on est dans le cas où l'élément pair se désintègre plus vite que l'élément fils, puisqu'on avait donc le T1,5 du pair qui est de 4,55 secondes, qui est inférieur à la période du fils qui est de 68 minutes, il me semble. Sauf qu'en fait, l'équilibre de régime, ça apparaît lorsque c'est l'élément fils qui se désintègre plus vite que l'élément pair. Alors pour retenir ça, il y a un petit moyen mémotechnique. Donc on dit que le fils va plus vite que son père, mais son père, par fierté, il voudra le rattraper. Alors pour le rattraper, son père devra faire un régime. Donc l'item B était faux. L'item C, pour calculer l'activité de l'élément fils, on utilisera la formule suivante. Donc c'était bien vrai, c'est une formule qu'il y a dans le cours et qu'il faut connaître. Du coup, l'item était bien vrai. Ensuite, il y avait un petit sous-énoncé. On nous disait que l'activité en germanium du générateur est de 366 mégabecquerels à 11 heures lors de son arrivée dans le service. Item D, on nous dit l'activité du gallium est d'environ 5650 becquerels à 18 heures, sachant qu'aucun atome de gallium n'a été prélevé. Donc il était bien vrai. En fait, on va utiliser la formule qu'on a vue dans l'item précédent, donc l'item C, donc l'activité du fils qui est égale à l'activité du père, fois la constante de désintégration du fils, sur la différence des constantes de désintégration du fils moins du père, fois exponentielle moins lambda 1t, moins exponentielle moins lambda 2t. Alors à dire comme ça à l'oral, c'est un peu long, mais en soi, elle n'est pas très compliquée à retenir comme formule, vous verrez. Du coup, on passe à l'application numérique. Attention, n'oublie pas d'homogénéiser les formules, les unités. Donc les 68 minutes qu'on met bien en secondes. Et ici, on va mettre les heures, donc 18 moins 11, qu'on va mettre en secondes également. On va multiplier par 3600. Donc là, c'est le A2T, c'est bien l'activité du gallium, donc à 18 heures. Et l'activité du pair, donc A1, c'est bien l'activité du germanium. Et on obtenait bien une activité de l'élément fils de 5650 becquerels. L'item D était bien vrai. Et l'item E, il est également vrai. L'activité maximale du fils est obtenue à un temps d'environ 44,7 secondes. C'est vrai. En fait, si on nous demande de calculer Tmax, Tmax c'est le temps pour lequel l'activité du fils est maximale. Donc cette formule également est à connaître, elle est importante. Donc Tmax qui est égal à 1 sur lambda 2 moins lambda 1 fois ln de lambda 2 sur lambda 1. On passe à l'application numérique, on n'oublie pas d'homogénéiser les unités, donc 68 minutes comme en secondes. Et on obtient un Tmax de 44,7 secondes. Donc l'item E était bien vrai et les réponses pour ce QCM8 c'était C, D et E. Voilà, c'est tout pour moi. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite plein de courage et n'oubliez pas qu'on est là pour vous du coup. Ok, QCM9. Donc on nous parle de la désintégration de fluor en oxygène pour que Greg y survive, le porc. Et en fait, c'est une bêta. Et on a des soustractions de masse nucléaire. Donc voilà, ça faudra faire attention parce que la formule, du coup, sera celle avec les masses nucléaires de la bêta+. Donc A, c'est faux. Donc la source, elle est considérée comme émettrice de rayons
X c'est faux, c'est de photons gamma en fait, de 511 keV. Pourquoi? Parce que une désintégration bêta, elle va lâcher, entre guillemets, donc l'élément fils, un neutrino et un positon. Et un positon, mais en fait, il va se décomposer en deux rayonnements gamma de 511 keV chacun. Donc voilà. Donc B c'est vrai. Alors, là on vous faisait deux propositions. En fait, c'était la première qui était vraie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fallait faire gaffe que dans les données, c'était les masses nucléaires. Une soustraction de masse nucléaire qu'on vous filait. Donc c'est cette formule qu'il fallait utiliser. Avec la masse de bêta+, qui est en fait la masse d'un positon, qui est l'antiparticule de l'électron, et qui du coup a exactement la même masse. Voilà, donc on faisait l'application numérique, ça c'est avec les données de l'énoncé, on l'avait. Là c'est la masse du positon, 931,5, on trouve E bêta plus max égale 2796,727 MeV. Ok, donc c'était faux, et ça c'est ce qu'on trouvait si on utilisait la formule avec les masses atomiques, où on enlevait 2 électrons, mais c'était pas celle-là qu'il fallait utiliser. Ok. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a sa bouche à 100 cm de la machine, son bras à 10 cm de la machine. Ok. Donc d'abord, on nous demande le débit de dose au niveau du bras, donc à 10 cm. Là, la réponse fausse qu'on vous donnait, c'était à 1 mètre en fait. Donc on sait que le bras a 10 cm, que 70% des rayonnements atteignent le bras, et que l'activité c'est 75 kBq. Ok, donc on va trouver d'abord à 1 mètre le débit de dose. Grâce à la formule de la bêta+, voilà, c'est une exposition externe hein, du coup. Et on trouve que à 1 mètre, le débit de dose est de 6,98 x 10 puissance moins 6 mg/h. Mais attention, nous on le veut à 10 cm. Donc on le veut à 10 cm, on utilise cette formule. On isole le débit de dose à 0,1 mètre ou 10 cm, c'est la même chose. Voilà, on fait l'application numérique, 1 mètre au carré, 0,10 mètres au carré, 10 cm au carré. Et on trouve 6,98 x 10 puissance moins 4 mg/h. Voilà, et là, donc c'est vrai, la dose efficace sur la bouche de Greg est d'environ 186 x 10 puissance moins 7 mSv. Alors, d'abord, à 1 mètre, désolé, d'abord à 1 mètre, le débit de dose est de 6,98 x 10 puissance moins 6 mg/h. Ça, on l'a trouvé à la question d'avant. Maintenant, on veut la dose efficace. Donc avant, il nous faut quand même trouver la dose équivalente. Donc la dose équivalente, c'est H. C'est égal au coefficient du rayonnement fois le débit de dose 1 mètre. Donc ici, on rappelle, voilà, ça c'est les coefficients des rayonnements. Et là, on a un bêta, donc c'est 1. Donc la dose équivalente, c'est une fois la dose qu'on a trouvée à 1 mètre. Et donc, ici, c'est 6,98 x 10 puissance moins 6 mSv. Ok. Et enfin, on trouve la dose efficace à 1 mètre sur sa bouche. Donc, il faudra multiplier la dose équivalente par le coefficient de pondération tissulaire de la bouche, qui est de 0,017 dans l'énoncé. Et voilà, et à la fin, on trouve que la dose efficace à 1 mètre sur la bouche de Gray, c'est 1,187 x 10 puissance moins 7 mSv. Du coup, QCM9, réponse B et E. Bisous. Ensuite, donc, QCM 10, donc, c'était une cas de dosimétrie en exposition interne. Donc, item A, il était faux. Les particules alpha, elles ont une irradiation beaucoup plus forte, mais moins étendue que les particules bêta. Donc ça, c'est illustré par ce schéma. Donc on voit bien que l'irradiation des particules alpha, elle est très concentrée, alors que celle de la bêta, elle va être un peu moins forte, mais beaucoup plus étendue. Item B, il était faux. Donc au moment de l'ingestion, le débit de dose au niveau du neurone est de 2,58 x 10 puissance 7 mg/h. Donc ça, c'est faux. Et c'était l'unité qui était fausse. Donc, il faut bien savoir que le débit de dose, il est en gré par heure et non pas en milligré par heure. Donc, on va calculer le débit. Donc, on se trouve dans le cas d'une dosimétrie en exposition interne. En effet, l'isotope, il est injecté atome. Donc, pour calculer le débit de dose en exposition interne, on utilise cette formule-là.
donc avec l'énergie moyenne en EV et la concentration de l'isotope en millicuries par gramme. Et cette concentration de l'isotope, elle se calcule tout simplement en faisant le rapport de l'activité sur la masse. Donc l'activité qu'on mettra en millicuries et la masse donc en grammes. Donc on va convertir donc l'activité en millicuries. Donc pour ça on connaît donc par cœur cette conversion. Donc 1 curie est égal à 3,7 fois 10 puissance 10 becquerel. Donc on obtient une activité après conversion de 18,9 millicuries. On calcule la concentration de l'isotope. Donc du coup, ça nous fait une concentration de 0,378 millicuries par gramme. Donc on peut maintenant calculer le débit de dose. On fait l'application numérique de la formule et on obtient 2,58 fois 10 puissance 7 grès par heure. Ensuite, l'item C, il était vrai. 3 jours après l'injection, le débit de dose au niveau du neurone est d'environ 787 grès par heure. Donc, pour répondre correctement à cet item, il faut appliquer la loi de décroissance radioactive qui se traduit par cette équation-là. Donc, l'activité est égale à l'activité initiale fois l'exponentielle de moins lambda sur T. Donc, on commence par calculer la période effective. Donc, en effet, on avait dans l'énoncé, dans les données, la période physique et la période biologique. On sait que l'inverse de la période effective, c'est égal à la somme de l'inverse de la période physique plus la somme plus l'inverse de la période biologique. Du coup, on fait l'application numérique. On obtient une période effective de 4,8 heures. On calcule ensuite le débit de dose 3 jours après l'injection. Donc, on reprend donc la formule de la décroissance radioactive de base et on n'oublie pas de mettre bien la période effective. Donc, on prend un T est égal à 72 heures puisque ça correspond bien à 3 jours et on obtient un résultat de 5,77 fois 10 puissance moins 4 millicuries. On calcule du coup la dose après ces 3 jours. Donc, on utilise la même formule que dans l'item précédent et on obtient bien 787 grès par heure. Ensuite, pour l'item D et E, on nous dit que la dose absorbée au niveau du neurone portée disparue de 136 mg. En effet, on réalise un scanner émettant des particules alpha. Donc, l'item D, il était faux. Donc là, il faut calculer la dose équivalente absorbée par le neurone. Donc la dose équivalente, elle est donnée, son unité c'est le millisievert et elle est égale à la multiplication donc, du facteur de pondération des rayonnements multiplié par la dose observée en milligrés qui nous était donnée ici dans l'énoncé. Donc on sait que le scanner il émet des particules alpha, dont le coefficient de pondération associé est donc de 20. Donc, en effet, hop, on voit particule alpha 20. Donc, il faut absolument connaître ce tableau puisque les valeurs elles ne seront pas données. Et ensuite, on fait l'application numérique. On obtient 2720 millisieverts. Ensuite, item E. Donc là, il fallait calculer la dose efficace absorbée par le neurone. Donc, la dose efficace, elle est aussi en millisieverts. Là, on prend comme donnée le facteur de pondération tissulaire et la dose équivalente à millisieverts qu'on a calculé juste avant. On fait l'application numérique et on obtient 680 millisieverts. Donc l'item il était faux. Et les réponses donc, pour ce QCM-DIF, c'était seulement la réponse, l'item C qui était juste. Coucou les loulous, du coup nous on se retrouve pour corriger le QCM11. Donc on va commencer par regarder ce que nous avions dans les données. Donc déjà vous parlez d'une source de rayon X, d'une distance qui est de 10 cm, d'une énergie, d'une activité et d'une réduction d'intensité de la source. Donc déjà ça doit vous aiguiller un peu sur les formules qu'il va falloir utiliser. Et ensuite vous avez les caractéristiques de différents matériaux. Pour le QCM-A, on veut calculer le débit de dose reçu par le patient. Donc on va utiliser pour ça la formule classique pour calculer le débit de dose à 1 mètre d'une source de rayon X, donc qui est 1,3 fois 10-10 fois A l'activité en becquerel, fois E l'énergie en MeV, fois I l'intensité en pourcent divisé par 100.
Jusque-là, rien de bien compliqué. On fait l'application numérique. On passe les 20 millicuries en becquerel en multipliant par 3,7 fois 10 puissance 7. On passe l'énergie en MeV et l'intensité, vu qu'on savait qu'elle était réduite d'un quart, ça voulait dire qu'il n'en restait plus que 75%, donc 3 quarts. Et du coup, on trouvait un débit de 0,18225 mg par heure. Voilà, du coup là on a calculé le débit de dose à 1 mètre de la source, sauf ce qu'on veut nous c'est à 10 cm. Du coup on se sert de la formule classique D1 sur D2, du coup le débit de dose, D2 le nouveau débit de dose, égale R2 la nouvelle distance au carré divisé par R1 l'ancienne distance au carré. Voilà, c'est mieux. Du coup, on va faire l'application numérique. D2 égale 0,108225 multiplié par 1, l'ancienne distance au carré, divisé par 0,1, c'est les 10 cm qu'on a converti en mètres, au carré. Et du coup, on trouvait un débit de dose de 10,8225 mg par heure. Voilà, du coup, ça c'est juste une petite remarque pour vous montrer que quand on se rapproche de la source, évidemment, le débit de dose, il augmente. Donc, si vous avez trouvé un résultat plus grand qu'à 1 mètre, c'est tout à fait normal. Du coup, ensuite, item B, on vous demandait de calculer la CDA de l'eau. À force qu'on vous le rabâche, vous devez le savoir, mais la CDA, c'est la couche de demi-atténuation. Du coup, c'est l'épaisseur d'un certain matériau qu'il nous faut pour réduire le débit de dose de moitié. On peut le calculer avec la formule CDA égale ln de 2 sur mu, avec mu le coefficient linéaire d'atténuation. Ici, nous, on l'a pris en centimètres moins 1, 0,025, et du coup, on trouvait bien une CDA en centimètres, donc 28 cm et non 28 mm. C'est pour cela que l'item, il était faux. Ensuite, item C, on veut savoir si pour ne plus recevoir que 0,87 mg par heure, il fallait que le patient se protège avec 12 mm de tungstène. Pour ça, on utilise la formule classique D égale D0 fois exponentielle de moins ln de 2 sur CDA fois X. Et vous avez deux possibilités en fait. Soit vous utilisez la formule telle qu'elle. Et du coup, vous partez du principe que le patient il se protège bien avec 12 mm. Donc vous prenez X égale 12. Et vous voulez savoir si le D il est égal à 0,87. Ou soit, c'est ce que nous on a fait, vous isolez X. Vous partez du principe que le patient, il reçoit bien plus que 0,87 mg par heure et vous cherchez à savoir si le X il est bien égal à 12. J'espère que vous me suivez jusque-là. Du coup, voilà. Oui, juste petite précision, la CDA et le X, vous les prenez évidemment dans l'unité que vous voulez, en millimètres, en centimètres, même en mètres, en kilomètres si vous voulez. Mais il faut que les deux soient bien dans la même unité. Voilà. Et du coup, nous, on a isolé X, on fait l'application numérique en prenant bien D égale 0,87. Et du coup, on trouvait bien un X de 12 mm, donc l'item, il était vrai. Ensuite, item D, pour diminuer la dose reçue d'un facteur 10, il faut environ 2,6 fois moins d'acier que de plomb. On pouvait utiliser différentes méthodes ici. Soit on regardait l'épaisseur qui était nécessaire pour l'acier et pour le plomb pour diminuer la dose d'un facteur 10 et ensuite on comparait les deux. Donc pour ça on utilise la même méthode qu'à l'item précédent. Ou alors on peut utiliser une formule simplifiée qui est X égale ln de facteur fois CDA sur ln de 2. Je vous conseille de noter cette formule, elle vous fera gagner un temps fou. Et on va tout de suite la démontrer pour vous montrer qu'on ne l'a pas inventée, quoi. Du coup, on repart de la formule que nous avions tout à l'heure. Voilà, on arrive à la même conclusion que tout à l'heure. X égale moins CDA fois ln de D sur D0 sur ln de 2. Attendez, je vais prendre le pointeur laser. Voilà, on arrive à ça. Ah mais ok. Et enfin, du coup, qu'est-ce qu'on a fait entre les deux lignes? Nous avons supprimé ce moins. Comment? Eh bien, on est parti du principe que ln de D sur D0, c'était égal à moins ln de D0 sur D. Et du coup, moins par moins, ça fait plus. Et du coup, le moins ici, il disparaît. Voilà. D0 sur D, c'est ce qu'on appelle le facteur d'atténuation. Et on a bien, du coup, la formule X égale ln de facteur fois CDA sur ln de 2. On va commencer du coup par calculer la CDA de l'acier qui est égale à 4,8 mm, puis on peut utiliser notre formule pour calculer le X de l'acier et on trouve 16 mm.
On utilise exactement la même formule pour calculer le X du plomb et on trouve 42,2 mm. Donc déjà ici on peut arriver à la conclusion qu'il faut moins d'acier que de plomb pour se protéger et donc que l'acier est plus efficace que le plomb. Maintenant il nous suffit de faire le rapport entre les deux et on trouve bien 2,6. Du coup il faut bien environ 2,6 fois moins d'acier que de plomb pour diminuer la dose d'un facteur 10. La deuxième méthode, du coup, c'était d'observer que la seule chose qui changeait entre nos deux calculs, c'était la CDA ici. Et du coup, on pouvait simplement faire le rapport entre les deux CDA et on trouvait bien 2,6 également. Et enfin, on cherchait à savoir avec quel matériau il valait mieux se protéger, quel matériau en fait était le plus efficace. Pour ça, on va comparer les CDA. Et on sait que du coup, plus la CDA est petite, plus l'épaisseur nécessaire pour diminuer la dose est petite, plus le matériau est efficace. Et du coup, ici, la CDA la plus petite, c'était celle du tungstène. Et du coup, on pouvait dire qu'il valait mieux se protéger avec du tungstène. Voilà, j'espère que c'est bon pour vous. Allez, salut les petits potes, du coup on se retrouve avec l'UQCM12. Donc l'UQCM12 porte sur les compteurs. Le compteur Geiger Müller, je sais pas comment trop on le dit, mais on s'en fout. On le place devant une source qui émet 18 560 rayonnements en 16 secondes et on s'aperçoit aussi que le compteur a une autonomie donc de 10 minutes. Et le détecteur compte seulement 35% des rayonnements émis. De là, il va y avoir pas mal d'items à répondre, mais on va essayer de les reprendre dans l'ordre. Les items se suivent naturellement, donc du coup, on va pouvoir résoudre ça dans l'ordre. Donc on commence avec l'item A, la source a une activité de 1160 becquerels, donc ça elle était vraie, pourquoi? Parce que du coup si on repart des données de l'exercice, on sait que la source va émettre 18 560 rayonnements en 16 secondes, vous le savez l'activité se traduit par des becquerels, les becquerels c'est aussi des désintégrations par seconde, ou le nombre d'émissions de rayonnement en une seconde, c'est la même chose. Donc du coup, on peut dire que l'activité de la source, c'est le nombre de rayonnements émis en une seconde. Ici, on a le nombre de rayonnements émis en 16 secondes. On va faire un produit en croix du coup pour déterminer le nombre de rayonnements émis en une seconde. Et on obtient 1160 rayonnements par seconde. Donc du coup, une activité de 1160 becquerels. Ok. Du coup, après, on passe à l'item B. L'item B, le détecteur pourra compter tant d'impulsions en 10 minutes. Donc pour ça, en fait, on va chercher le nombre d'impulsions comptées. La formule qui va permettre de mettre en évidence le nombre d'impulsions comptées, on peut se servir de l'efficacité absolue, ou ce qu'on appelle aussi l'efficacité extrinsèque, ouais. Donc epsilon, c'est égal au nombre d'impulsions comptées. Donc ça, c'est ce qu'on cherche sur le nombre de rayonnements émis. Donc évidemment, il va falloir faire attention au nombre d'impulsions comptées et le nombre de rayonnements émis sur la même durée. Donc ici, qu'est-ce qu'on sait? C'est que du coup, on va isoler le nombre d'impulsions comptées, donc ce qu'on cherche, qui est égal à epsilon fois le nombre de rayonnements émis à un certain temps. Et ici, en fait, finalement, on sait l'efficacité absolue, donc ce epsilon, hein, c'est 35% des rayonnements émis que le détecteur va compter. Donc du coup, finalement, l'efficacité absolue, on la connaît déjà, elle est de 35%. Donc du coup, il va nous rester à déterminer le nombre de rayonnements émis. Ici, on a une durée qui va être de 10 minutes, donc on va chercher le nombre de rayonnements émis en 10 minutes pour après trouver le nombre d'impulsions comptées en 10 minutes. Donc on va déterminer, donc ce que j'ai dit, le nombre de rayonnements émis en 10 minutes. On connaît le nombre de rayonnements émis en 1 seconde. Donc finalement, on va multiplier donc, ce nombre de rayonnements émis en 1 seconde par 60 pour les avoir en minutes et par 10 pour l'avoir en 10 minutes. Donc finalement, on fait notre application numérique et on obtient 696 000 plutôt rayonnements émis en 10 minutes. On va repartir de notre formule avec epsilon, donc avec l'efficacité absolue. Donc on avait dit qu'elle était de 35%. Donc si on a un nombre de rayonnements émis en 10 minutes, on va avoir un nombre d'impulsions comptées en 10 minutes, évidemment. Donc du coup, on fait 0,35 fois ce qu'on venait de calculer tout à l'heure et on trouve un nombre d'impulsions comptées en 10 minutes qui est de 243 660 impulsions. Ok. On passe à l'item C, le détecteur recevra 580 rayonnements en 10 minutes. Donc là, il faut faire attention, c'est toujours pareil en 10 minutes. Donc le nombre de rayonnements reçus, c'est égal à dt. C'est une formule du cours qui est égale à nt fois oméga sur 4pi. Donc là, deux choses à savoir, c'est que nt, finalement, il est égal à 1160. C'est ce qui correspond à l'activité de la source, c'est-à-dire au nombre de rayonnements émis en 1 seconde. Donc en becquerel, c'est pour ça qu'on le calcule comme ça. Et oméga, en fait, c'est 2pi, c'est toujours 2pi pour le compteur Geiger Müller. Donc ça, c'est à savoir, c'est toujours 2pi.
Donc finalement, le nombre de rayonnements reçus, c'est 1160 fois 2π sur 4π. On fait notre application et donc on trouve un nombre de rayonnements reçus de 580 rayonnements. Ici, c'est en 1 seconde parce que du coup, on a notre activité qui est en rayonnement par seconde. Et là, nous, on le voulait en 10 minutes, donc il fallait bien faire attention de multiplier tout ça par 60 et par 10 pour l'avoir en 10 minutes. Donc finalement, le nombre de rayonnements reçus en 10 minutes, c'est 348 000 rayonnements. On passe à l'item D, l'efficacité intrinsèque correspond au double de l'efficacité absolue. Donc du coup, pour cet item, il va nous falloir calculer l'efficacité intrinsèque, ce qui est aussi égal au rendement. Donc si vous voyez rendement, ça veut dire efficacité intrinsèque et inversement. Donc c'est toujours pareil, c'est epsilon égal au nombre d'impulsions comptées, mais là sur le nombre de rayonnements reçus et non pas émis comme l'efficacité extrinsèque. Donc ça c'est super important. Toujours pareil, on fait attention que le nombre d'impulsions comptées et le nombre de rayonnements reçus soient sur la même durée. Ici ça tombe bien parce que dans les items B et C, on prenait une période de 10 minutes et on les avait déjà calculés. Donc du coup on avait déjà le nombre de rayonnements reçus en 10 minutes et le nombre d'impulsions comptées en 10 minutes. Il suffisait de faire notre rapport et on obtenait donc du coup 0,7 qu'on multipliait par 100 pour avoir un pourcentage, donc on obtenait 70%. Donc finalement, on savait que notre efficacité intrinsèque ou notre rendement elle était égal à 70%. On savait aussi d'après les données que l'efficacité absolue ou l'efficacité extrinsèque était de 35%. Donc on peut aisément dire que l'efficacité intrinsèque c'est 2 fois l'efficacité absolue, donc 2 fois 35 égale à 70%. Ok ? Et enfin, on passe à l'item E, le pourcentage d'erreur du détecteur est de 30%. Alors là, ce qu'il faut faire attention, c'est que bon, du coup, on a ces formules dans le cours où l'erreur est égale à 1 sur racine de n, et à distinguer donc du pourcentage d'erreur, qui est le rapport donc 1 sur racine de n, mais là fois 100. Donc n étant le nombre de rayonnements comptés. Et là, c'est là où il faut être vigilant, c'est que finalement, on va essayer de prendre n, le nombre de rayonnements comptés sur la plus grande durée possible. Ici, il fallait prendre le nombre de rayonnements comptés sur 10 minutes, parce qu'on savait que l'autonomie, elle était seulement de 10 minutes, et on avait calculé tout sur 10 minutes, donc on s'embêtait pas, on prenait 10 minutes. Mais pourquoi il faut prendre n absolument sur une longue durée? Parce que si on veut que l'erreur soit la plus petite possible, il faut absolument prendre une durée de comptage la plus longue possible. Donc ici, 10 minutes qui était égale à l'autonomie. Donc finalement, l'erreur, c'est 1 sur racine de 243 600. Donc on obtient 2,026 fois 10 puissance moins 3. Mais attention, ça, du coup, c'est sans unité. Si on le veut en pourcent, il faut multiplier par 100. Et donc du coup, on trouve 0,20%. Donc là, ici, l'item, il était faux parce qu'il y avait un souci d'unité. Si on gardait les pourcents, c'était 0,20. Donc pour ce QCM 12, c'était les réponses justes A, B, D. Alors, coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui donc pour le QCM 13, pour corriger QCM 13, qui est un QCM de plongeur. Alors c'est Grégory qui plonge à 50 mètres de profondeur à Vassivière avec un mélange d'oxygène, 20,5% d'oxygène et le reste en azote. On va commencer par le QCM A. À 50 mètres de profondeur, la pression est d'exactement 6 atm. Alors c'est faux, pourquoi? Parce que la pression atmosphérique à Vassivière n'est pas la même que la pression atmosphérique à la surface de la mer. La pression atmosphérique à Vassivière est de 730 mm de mercure, sachant que 1 atm égale à 760 mm de mercure qu'on vous a redonné dans l'énoncé. Par un produit en croix, on trouve que la pression atmosphérique à la surface à Vassivière est de 730 mm de mercure sur 760, et ça nous donne 0,96 atm à la surface. On sait que Grégouze, il va plonger à 50 mètres de profondeur, et on sait qu'une descente de 10 mètres dans l'eau, ça va entraîner une augmentation de pression d'1 atm. Donc, s'il descend 50 mètres, il y aura une augmentation de 5 atm. Donc, la pression à 50 mètres est de 0,96 plus 5, donc 5,96 atm, et non pas 6 atm, comme proposé dans l'énoncé. Item B, le volume d'azote dissous dans 1 ml de plasma est de 255,9 ml. C'est faux, parce qu'on dit bien ici dans 1 ml de plasma. La formule appliquée, c'est la fameuse loi d'Henry, VSTPD égale à SVP, S le coefficient de solubilité du gaz, V le volume de solution, ici en l'occurrence le volume de plasma, et PI la pression partielle du gaz en ATM. Donc on va faire une application numérique. À 50 mètres dans 1 mm de mercure, on applique. Donc le coefficient de solubilité de l'azote est de 0,018, multiplié par le volume en millilitres de plasma. Ici on nous dit dans l'énoncé dans 1 millilitre de plasma, donc on met 1 millilitre.
On multiplie par la pression à 50 mètres, 5,96 atm, et on n'oublie pas le pourcentage d'azote qui est présent dans la bouteille, 79,5%, donc 0,795, qu'on multiplie plutôt au reste, et ça nous donne 0,085 ml dans 1 ml de plasma et pas dans la totalité du plasma. Dans la totalité du plasma, c'est ce qu'on demande à l'item C, avec le volume cette fois d'oxygène. On applique la même formule, V égale SVP, avec S qui vaut, avec V, pardon, le volume plasmatique global, donc 3 litres, ce qui fait 3 millilitres. Et donc VSTPD, c'est le coefficient de solubilité de l'oxygène, donc 0,036. Le volume plasmatique, 3000 millilitres, on le met en millilitres. La pression à 50 mètres, 5,96 atm. Et on n'oublie pas encore une fois le pourcentage d'oxygène dans la bouteille, 20,5%, 0,205. Et ça donne 131,95 ml. Ici, le piège, c'était si on oubliait le pourcentage d'oxygène dans la bouteille. Il faut bien faire attention. Ah, ça, c'est un piège assez récurrent. À cette profondeur, Grey-Goose risque de faire une hypoxie. On donnait dans l'énoncé le seuil hypoxique. Donc, on va calculer la quantité d'oxygène qui va être dissous dans 1 ml de plasma à 50 mètres et le comparer au seuil de l'hypoxie. On réutilise encore cette loi d'Henry. Et on applique, donc dans 1 ml de plasma, on prend un volume d'1 ml, donc on multiplie par 1, mais on ne l'a pas noté vu que ça ne change rien. Donc ça fait 0,036 fois 5,96 fois, encore une fois, on n'oublie pas la quantité, le pourcentage d'oxygène dans la bouteille, et on obtient 0,044 ml, qui est inférieur au seuil d'hypoxie. Grégory ne risque donc pas de faire une hypoxie. Si Grégory remonte subitement à la surface, il y a 110,7 ml d'oxygène qui vont repasser à l'état gazeux dans le plasma. Ça c'est vrai. Alors comment on va procéder? On va calculer le volume d'oxygène dissous à 50 mètres qui va repasser à l'état gazeux à la surface. Donc pour ça, on va calculer le volume d'oxygène dissous à 50 mètres, le volume d'oxygène dissous à la surface, on fait la différence des deux, ensuite pour voir le volume d'oxygène qui va être repassé à l'état gazeux dans le plasma, lors de la remontée de Grégory. En utilisant encore une fois cette loi d'Henry, c'est la seule loi qu'il faut connaître dans ce genre d'exercice. Donc on va appliquer, donc le volume d'oxygène dissous à 50 mètres, on l'a calculé dans l'item C, il faut juste calculer le volume dissous à la surface. On est toujours avec V égale SVP, le coefficient de solubilité de l'oxygène, le volume plasmatique, et cette fois la pression à la surface vu qu'on est remonté à 0 mètre, donc 0,96, on multiplie encore une fois par le pourcentage d'oxygène présent dans la bouteille, on obtient 21,5 ml d'oxygène dissous dans le plasma. En faisant la différence des deux, on obtient le volume d'oxygène qui va repasser à l'état gazeux, qui est de 110,7 ml, ce qui était demandé dans l'énoncé. Donc, et on pouvait aussi faire le calcul, alors ici il y a une petite coquille, c'est pas grave. On peut aussi faire le calcul directement en mettant que la pression est de 5,96 moins 0,96. En fait, c'est la différence de pression qui est de 5 atm. Et on peut faire le calcul directement, remplacer ici par 5 atm. Et on obtient ce résultat ici. Donc pour le QCM 13, c'était C'est les petits potes. Alors concernant le QCM 14, donc c'était un exercice avec une étiquette qui vous donnait une solution aqueuse et l'étiquette était effacée, donc vous avez plus la masse molaire du soluté, la concentration osmolale du soluté et le nom du soluté du coup. Alors, QCM-A, le titre d'une solution est le rapport entre la masse du soluté et la masse du solvant. Alors ça c'est faux, faut bien faire attention, c'est pas la masse du solvant, c'est la masse de la solution totale, donc la masse du solvant plus la masse du soluté. En fait c'est un rapport. C'est le pourcentage de la masse du soluté sur la masse totale. On en avait besoin justement pour la question suivante, qui était, fallait calculer donc le nombre de moles d'eau. Donc on savait que le titre représentait la masse du soluté sur la masse totale de la solution, et donc quand on connaît la masse du soluté, on peut calculer la masse
de l'eau dont on a besoin pour calculer justement sa quantité de matière, parce qu'on avait déjà sa masse molaire. Donc on sait que le titre il est de 10%, donc ça veut dire que la masse du soluté elle représente 1/10 de la masse totale de la solution, et donc que la masse de l'eau ça représente le reste. Fallait bien faire attention ici, parce que le flacon on nous dit qu'il est rempli à moitié dans l'énoncé, donc ça veut dire que la masse totale elle est à diviser par 2. Donc pour la masse du soluté on prend 1/10 de la masse de la solution, donc la masse de la solution c'est 500 grammes, puisque le flacon il est rempli à moitié, on fait fois 1/10, on trouve 50 grammes, et on retire 50 grammes à la masse totale de la solution pour trouver la masse d'eau, qui est de 450 grammes. D'ici, on a la masse molaire de l'eau et la masse de l'eau, donc on peut appliquer cette formule pour trouver la quantité de matière, et on trouvait 25 mol. Donc l'item il était faux. Item C, le flacon contient environ 1,32 mol de soluté. Donc là, on ne pouvait pas calculer directement le nombre de moles. Il fallait d'abord chercher le nombre d'osmoles, parce qu'on n'avait pas assez d'informations dans l'énoncé. Le nombre d'osmoles, on l'a dans cette formule, qui est la fraction molaire de l'eau. Donc la fraction molaire de l'eau, c'est quoi? C'est le nombre de moles d'eau sur le nombre total d'osmoles. Attention, c'est osmol, c'est pas mol, fallait pas se tromper. Sinon, on pouvait se tromper sur l'item et le mettre vrai. Donc, on connaissait déjà notre quantité de matière d'eau, on connaissait notre fraction molaire de l'eau, et il nous restait juste donc à isoler ce qu'on cherchait, notre nombre d'osmoles, en faisant ça, en isolant, et faire une application numérique pour trouver le nombre d'osmoles total, donc là 1,32, et non 1,32 osmoles et non pas 1,32 mol. Une fois qu'on a le nombre d'osmoles, on sait que notre électrolyte il est faible, donc ça veut dire que le nombre total d'osmoles il est égal à le nombre d'entités dissociées plus le nombre d'entités non dissociées. Va falloir décomposer ça pour trouver le nombre de moles. Donc on peut le décomposer comme ça. Le nombre d'entités dissociées c'est égal à le nombre d'ions formés par l'électrolyte, le coefficient de dissociation et le nombre de moles de départ d'électrolyte. La partie non dissociée, quant à elle, c'est 1 moins le coefficient de dissociation. En fait, le coefficient de dissociation, c'est quoi? C'est la proportion d'électrolytes qui va se dissocier. Donc pour trouver la partie non dissociée, on fait 1 moins le coefficient de dissociation. Et toujours fois notre nombre de moles de départ. D'ici, on savait que X égale à 2, parce qu'on dit dans l'énoncé que les électrolytes des solutions du carton, elles se divisent en 2. Donc notre nombre d'ions formés par l'électrolyte X, il est de 2. Il fallait juste isoler maintenant notre nombre de moles. Donc d'abord on factorise. On avait ici en facteur commun le nombre de moles. Donc on factorise. Et ensuite on l'isole tout simplement. Et on fait notre application numérique. Et on trouvait 0,73 mol environ. Donc l'item il était faux aussi. Pour l'aider, la concentration osmolale du flacon est de 2,93 osmoles par kilogramme. Alors ici, la concentration osmolale, c'est quoi? C'est le nombre d'osmoles sur la masse du solvant. On avait déjà notre nombre d'osmoles, on l'a calculé juste avant, et notre masse de solvant, on l'a calculé au deuxième item. On a juste à faire notre application numérique et on trouvait bien 2,93 osmoles par kilogramme. Alors, il faut bien faire attention à prendre la masse du solvant au dénominateur et pas la masse totale de la solution. C'est une erreur récurrente et ça peut vous fausser un item. Et enfin, pour l'item E, le soluté contenu dans le flacon est de l'acide acétique. Là, il fallait vérifier si la masse molaire du soluté qu'on nous donnait, c'était bien la masse molaire de l'acide acétique. Pour ça, on utilise toujours cette formule, quantité de matière est égale à masse sur masse molaire. On isole notre masse molaire parce qu'on connaissait déjà les deux restantes. On faisait notre application numérique et on trouvait 68,5 grammes par mol qui correspond bien à la masse molaire de l'acide acétique qu'on nous donnait dans les données. Voilà, donc les réponses étaient DE. Je suis de retour. Cette fois, c'est pour un QCM de concentration. Donc déjà, on va voir rapidement ce que nous avions dans l'énoncé. On savait qu'on travaillait sur une solution qui était réelle, qu'elle était constituée de 1,82 litres d'eau. Attention, ce n'est pas la solution qui fait 1,82 litres, c'est seulement l'eau. On a ajouté une certaine masse d'un électrolyte fort, le NaCl, et qui nous donnait une concentration en NaCl de 338,9 mmol par litre. Et on a ajouté également 3,5 g d'urée. Et ensuite, nous avions toute une palanquée là de données. Du coup, déjà, la première chose, c'est calculer l'osmolalité de l'urée. Normalement, elle se calcule avec la formule suivante. Vous comprendrez pourquoi je dis normalement juste après. Concentration osmolale égale nombre d'osmoles sur la masse de solvant et non pas la masse de solution. Du coup, la masse de solvant, c'est la masse de l'eau seulement.
Et pourquoi je vous ai dit que normalement on utilise cette formule? C'est parce qu'ici on peut utiliser une formule simplifiée parce que l'urée est une soluté non dissociable et ça il vous faut le savoir. On peut dire que nombre d'osmoles égale N le nombre de moles. On peut donc dire que concentration osmolale égale concentration molale égale N sur masse de solvant. Du coup, on fait l'application numérique, on dit que concentration osmolale égale 3,85, les 3,85 grammes d'urée qu'on ajoute, divisé par 60,06 fois 1,82 le volume d'eau dans la solution, ou là encore la masse d'eau, puisque 1 kg d'eau égale 1 litre d'eau. Du coup, on avait une concentration osmolale de 35,22 milliosmoles par kilo. Ensuite, la masse de NaCl, maintenant on cherche. La seule donnée que nous avions réellement pour pouvoir calculer la masse de NaCl, c'était la concentration osmolaire. Du coup, la concentration osmolaire, c'est nombre d'osmoles divisé par volume de solution. Et pour un électrolyte fort, on peut aussi dire que c'est égal à concentration molaire fois mu, le nombre d'unités cinétiques, égale mu fois N divisé par volume de solution. Du coup, ici, nous n'avions pas le volume total de solution. Du coup, on le dissociait en volume d'eau plus volume d'urée plus volume de NaCl. Et enfin, du coup, on remplaçait pour pouvoir utiliser les données que nous avions. Du coup, on remplaçait le petit n par petit m sur grand M. Et ensuite, nous remplacions le volume de l'urée et le volume de NaCl par la formule m sur ρ. Voilà, j'espère que vous suivez jusque-là et on n'oublie pas, on garde en tête que ce qu'on cherche ici, c'est la masse de NaCl. Voilà, je ne vais pas vous détailler tous ces calculs-là. Si vous avez du mal à isoler, reprenez-les. Mais là, en gros, on cherche simplement à isoler la masse de NaCl. Et du coup, on se retrouve avec cette longue formule à la fin. On a mu égale 2, puisque NaCl donne 1 Na+, plus 1 Cl le moins. Et du coup, on va pouvoir faire l'application numérique. Donc, si on reprend ce que nous avions avant, la concentration osmolaire, elle valait 338,9 fois 10-3. Ça vous était donné dans l'énoncé. La masse molaire, c'était de 35 plus 23 pour avoir celle de Na et celle de Cl. On multipliait par le volume d'eau, 1,82. La masse d'urée divisée par la masse volumique de l'urée, 3,85 divisé par 1320. Le nombre d'unités cinétiques, encore une fois, concentration, masse molaire, et divisé du coup par la masse volumique de NaCl. Voilà, et une fois que nous avions fait tout ça, du coup voilà, nous étions pas mal, et on obtenait une masse de NaCl de 18 grammes. Du coup, l'item B, il était vrai, mais par contre, l'item C, lui, il était faux. Maintenant, on cherche à savoir la constante cryoscopique. Donc, on savait que nous étions dans le cadre d'une solution réelle. Et du coup, on peut dire que delta temp égale moins Kc fois gamma fois concentration osmolale totale. Kc, c'est la constante cryoscopique, donc on l'isole. La concentration osmolale totale, nous ne l'avions pas. Du coup, comment on la calcule? On additionne les osmoles des différentes solutés et on divise tout ça par la masse de solvant. Voilà ce que nous obtenions. Du coup, moins 0,54 c'était le delta de température, 0,75 la constante. Là, c'est les osmoles d'urée ou encore les moles d'urée comme on a vu précédemment, les osmoles de NaCl et on divise par le volume. Et on trouvait donc une constante de 1,91. Voilà. Ensuite, item E, on voulait savoir si la solution était diluée. Pour ça, comme d'habitude, on calcule la fraction molaire de l'eau, c'est-à-dire le nombre de moles d'eau divisé par le nombre de moles total de la solution. En faisant attention pour les solutés qui se dissocient, on ne prend pas le nombre de moles, mais bien le nombre d'osmoles. Voilà. Pour calculer le nombre de moles d'eau, toujours pareil, on fait petit m 1,82 fois 10 puissance 3 pour le mettre en grammes, divisé par grand M, la masse molaire de 18. Et ensuite, ça, nous l'avons vu précédemment, et on n'oublie pas du coup de multiplier par 2 pour avoir le nombre d'osmoles.
Et du coup, on trouvait une fraction molaire de environ 0,993, ce qui est supérieur à 0,99, et la solution était bien diluée. Du coup, au final, les lettres vraies, c'était A, B, D et E. Voilà, ben moi j'ai fini la correction. Du coup, je voulais juste vous souhaiter bon courage pour la suite. Surtout, ne vous découragez pas, vraiment, ça en vaut la peine. Et voilà, plein de bisous. Alors du coup, QCM16, ça s'intéresse à la diffusion de soluté au travers d'une membrane. Donc du coup, les transports membranaires, bon là c'est un petit point de course, se déplacent donc du coup des ions et des molécules au travers de membranes biologiques, séparant un milieu intracellulaire d'un milieu extracellulaire, mais aussi séparant deux compartiments subcellulaires. Donc ici, on va s'intéresser à la diffusion d'un soluté au travers d'une bicouche de phospholipides, donc on assimilera ça à une membrane, et on va noter un dysfonctionnement de l'homéostasie, donc des solutés de part et d'autre de la membrane, du fait d'un déficit de transporteur en sens inverse, ce qui contribue donc du coup à une absorption anormale du soluté par la cellule. On va rappeler aussi la température du corps humain qui est toujours de 37 degrés, donc on a pas mal de données à prendre en compte, et on va avoir un schéma avec une partie 1 qui va correspondre à la répartition physiologique donc des concentrations de ce soluté en question, et partie 3 donc du coup la répartition pathologique des concentrations du soluté du fait de ce déficit, et du coup un tableau donc pour les concentrations physiologiques de ce soluté en question qu'il va falloir déterminer. Donc voilà, donc je vais mettre le pointeur. Donc du coup le tableau, on voit que le sodium en concentration intracellulaire il est environ de 0, on va dire qu'il est quasi absent pour le bien de l'exercice, et une concentration extracellulaire de 145. Et après on va avoir le chlore qui a une concentration intracellulaire donc du coup de 120 et qu'il est absent d'un point de vue physiologique en extracellulaire. Et donc du coup notre schéma, on a dit que la partie 1 correspondait à la répartition physiologique donc du soluté en question, donc ici c'est ce qui est physiologique, donc on peut tout de suite déterminer que le soluté en question il est présent seulement en extracellulaire et qu'il n'y en a pas du tout en intracellulaire. Donc du coup si on défile sur le temps, du fait d'un déficit de transporteur qui viendrait donc refaire partir ces solutés vers le milieu extracellulaire, du coup on va avoir une accumulation du soluté en question vers le milieu intracellulaire jusqu'à un point d'équilibre, un point final où finalement on va avoir une concentration équitable de part et d'autre en soluté. Donc du coup on va avoir plusieurs items qui vont s'enchaîner tout naturellement et on va les répondre une à une. On va commencer avec l'étape 1, on va s'intéresser seulement à l'étape physiologique. Donc du coup le coefficient de friction molaire du soluté est d'environ temps. Donc ici, elle était fausse. Donc du coup, on va commencer d'abord à faire la synthèse de ce que l'on sait. J'ai un peu commencé juste avant de l'ensemble du phénomène. Donc du coup, on nous dit qu'il y a un phénomène qui réside dans la diffusion d'un soluté au travers d'une membrane. Donc c'est la bicouche de phospholipides. On en déduit qu'il y a donc une certaine concentration de soluté dans un compartiment et une autre concentration dans le deuxième compartiment. C'est ce qu'on appelle du coup un gradient de concentration. Vous le savez, le gradient de concentration est sous la dépendance des concentrations d'un même soluté de part et d'autre d'une membrane. Ici, on s'intéresse donc du coup à une cellule. Une cellule, on peut dire qu'il y a un compartiment intracellulaire et un compartiment extracellulaire séparé par une membrane, encore une fois, la bicouche de phospholipides. Donc l'étape 1 correspond à l'étape physiologique, ce qu'on devrait voir partout dans toutes les cellules à tout moment dans un point de vue physiologique, où tous les mécanismes donc du coup fonctionnent et permettent de garder une concentration adéquate en soluté. L'étape 3 correspond donc du coup au dysfonctionnement, c'est-à-dire à une concentration anormale de soluté du fait du déficit de transporteur de ce soluté en sens inverse. Donc du coup, le soluté qui va arriver ne pourra pas repartir dans l'autre sens, du fait d'un déficit. Et donc du coup, à l'état initial, nous pourrons dire que le soluté d'intérêt est présent seulement, grâce au schéma, dans le compartiment extracellulaire. Donc si on sait qu'il est seulement dans le compartiment extracellulaire, on va se référer au tableau. Donc du fait de la présence du soluté seulement dans l'extracellulaire, nous pouvons aisément en déduire que de manière physiologique, c'est le soluté d'intérêt correspond au sodium, parce que d'après le tableau, il n'y a que le sodium qui est en extracellulaire. De plus, de fait par le gradient de concentration, on va avoir une quantité de sodium importante en extracellulaire et pauvre en intracellulaire. On va avoir une diffusion de ce soluté vers le milieu intracellulaire. Donc on va chercher à équilibrer les concentrations de part et d'autre de la membrane. Donc du coup, on va avoir une diffusion du sodium du compartiment extracellulaire vers le compartiment intracellulaire où il est quasi absent pour équilibrer les concentrations.
de manière physiologique, donc ça arrive physiologiquement, mais on va avoir des transporteurs inverses qui va permettre donc du coup de refaire sortir le sodium vers l'extracellulaire et donc garder l'homéostasie du sodium. Sauf que là du coup ces transporteurs inverses ne sont pas présents au niveau de la membrane, donc du coup le sodium va rester bloqué à l'intérieur de la cellule et va donc être pathologique par la cellule. Ok, donc ça c'est ce qu'il fallait comprendre. Donc on va avoir un schéma récapitulatif. Donc ça ici on sait que notre soluté liposoluble d'intérêt c'est le sodium. Le sodium d'un point de vue physiologique est en extracellulaire. Mais finalement donc du coup va passer en intracellulaire. Donc c'est ce qu'on va appeler un flux. Et donc du coup on va avoir une certaine quantité donc de sodium intracellulaire. Et finalement cette concentration donc entre le milieu extracellulaire et l'intracellulaire c'est ce qu'on va appeler le gradient de concentration. Du coup qui va être positif vers le milieu intracellulaire, donc ça c'est important vu que ça va permettre la diffusion du sodium. Et ici on va rajouter dx qui correspond finalement à l'épaisseur de la membrane, et vous savez pour le gradient de concentration, l'épaisseur de la membrane va intervenir. Ok, bon là du coup on a posé les bases, on va pouvoir répondre aux items. Donc là du coup on va déterminer le coefficient de friction molaire du sodium, c'est B, donc la mobilité mécanique molaire du sodium, en secondes par kilogramme moins 1, F étant le coefficient de friction moléculaire en kilogrammes par seconde, et on rajoute aussi que NAF, c'est le coefficient de friction molaire. Donc au final, on peut dire que la mobilité mécanique molaire correspond à l'inverse du coefficient de friction molaire. Soit du coup, nous, on cherche le coefficient de friction molaire, donc le coefficient de friction molaire, c'est bien Na fois F. Donc du coup, on va isoler Na fois F, qui correspond du coup à notre coefficient de friction molaire. Attention de ne pas s'embrouiller. Donc on a bien dit, c'est l'inverse du coefficient de friction, l'inverse de la mobilité mécanique, pardon. Donc du coup, on va pouvoir faire notre application numérique. On fait l'inverse de notre mobilité mécanique molaire et on obtient 2,2371, soit 10 puissance 4 kg seconde moins 1. Du coup, on va maintenant calculer le coefficient de friction moléculaire. Donc le coefficient de friction moléculaire, c'est F, qui est égal à 1 sur Na fois B. Donc en gros, il faut bien comprendre à quoi correspondent les variables, et après, il faut juste appliquer. Donc ici, le coefficient de friction moléculaire, c'est bien F. On fait notre application numérique avec la constante, et on obtient 3,71, soit 10 puissance moins 20 kg seconde. Donc là, il faut faire attention à ce qu'on nous demande, soit le coefficient de friction moléculaire, où là, on va chercher F, soit on nous demande le coefficient de friction molaire, où là, ça va être NAF. Donc l'item est bien faux, il faut aller faire attention à la distinction entre moléculaire et molaire. Donc ça, c'est un piège qui tombe souvent, il faut bien faire attention. Donc du coup, le coefficient de diffusion du soluté au travers de la membrane est donc de temps, donc là, il est faux. Donc là, du coup, on nous demande le coefficient de diffusion du soluté au travers de la bicouche, donc au travers de la membrane. Donc il va falloir prendre en compte les caractéristiques de la membrane, soit dm. Donc ça, c'est important. On ne vous demande pas juste le coefficient de diffusion du soluté, là, ça serait d. Mais là, on vous demande bien au travers de la membrane. Donc du coup, on va prendre en compte les caractéristiques de la membrane et c'est ce qui équivaut à dm. Donc du coup, si on repart de la loi d'Einstein, c'est d, donc le coefficient de diffusion du soluté, égal à RTB. Ok, donc là, D correspond au coefficient de diffusion du soluté, donc du sodium, mais pas au travers de la membrane, parce que là, on n'a pas les caractéristiques de la membrane. C'est pas ce qui nous intéresse. Donc là, du coup, on va manipuler notre formule de telle sorte où on va faire apparaître, donc du coup, les coefficients les caractéristiques de la membrane, donc Dm. Donc D étant le coefficient de diffusion du sodium qu'on va retrouver grâce à la loi d'Einstein. Dm, le coefficient de diffusion du sodium au travers de la membrane, en mètre carré seconde moins 1, et 1 moins alpha facteur de K, ça correspond aux caractéristiques de la membrane. Donc du coup, on va fusionner nos deux formules, et on obtiendra bien donc du coup notre coefficient de diffusion du soluté au travers de la bicouche. Donc du coup, on va passer à l'application numérique. On a toutes les données, donc l'alpha, le K, le R, le T, donc la chaleur, et le B, la mobilité mécanique. Donc du coup, on remplace, on fait attention que c'est bien des mètres carrés seconde moins 1 aux unités, et donc du coup, l'item était bien faux, parce que le piège résidait dans le D et pas le DM. Voilà, donc faire attention à bien ce qu'on vous demande, si c'est au travers de la membrane, si c'est pas au travers de la membrane, et ce qu'on cherche. Et évidemment, connaître ces formules, parce qu'on n'arrive pas à grand chose sans les formules. Donc maintenant, on vous dit le flux diffusif du soluté, JD égale à temps.
Donc ici, on va utiliser la formule du JD, donc c'est moins dm fois S fois le gradient de concentration. Donc JD en mol seconde moins 1. Apprenez absolument les unités, ça c'est super important, on peut faire des pièges dessus. dm, on l'a calculé tout à l'heure en mètres carrés seconde moins 1. La surface en mètres carrés et le gradient de concentration, donc c'est dc sur dx. Donc c'est des mols par mètre cube sur donc du coup des mètres, hein, donc la longueur de notre bicouche. On sait que le sodium est déjà une espèce dissociée. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que mol par mètre cube, c'est aussi des millimoles par litre moins 1 ou des petit m grand m, hein, ce qui équivaut à des millimoles par litre. Donc là, vu que c'est déjà une espèce dissociée, on peut affirmer ça. Évidemment, on n'oublie pas de convertir la surface en mètres carrés parce qu'elle était donnée dans une autre unité. On remplace, donc on avait calculé dm juste avant, la surface qu'on met en mètres carrés. Et donc, du coup, notre gradient de concentration, donc là, dans le milieu intracellulaire, elle est de 0 à l'étape 1. Je vous rappelle qu'il n'y en a pas du tout en intracellulaire, moins la concentration, donc 145 petit m grand m, donc des millimoles par litre en extracellulaire. Et on convertit, et donc, du coup, on n'oublie pas de mettre l'épaisseur de la membrane en mètres. On obtient un JD, donc du coup, ce que je vous avais dit positif, évidemment, il est positif vers l'intracellulaire, donc de 2,7 fois 10 puissance 6 mol par seconde. Alors ici, on calcule JD. JD, c'est pas un flux, mais bien un débit diffusif et non le flux diffusif. Le flux étant un débit rapporté à une surface. Ici, c'est bien un débit. Donc un petit piège qui arrive de temps en temps, mais il faut bien comprendre que ici, c'était bien un débit qu'on parlait. Après, du coup, on va s'intéresser à l'étape 3. Le débit diffusé du soluté est nul. Ah, donc à l'étape 3, on sait qu'on a la même concentration de part et d'autre de la membrane, donc ce qui va se traduire par un gradient de concentration qui va être égal à 0. Donc finalement, si on repart donc du JD, si grade C est égal à 0, donc du coup l'ensemble est égal à 0, donc on peut dire que le JD, le débit diffusif, va être nul. Donc là, il faut bien comprendre que du coup, on sait que le débit diffusif est proportionnel au gradient de concentration, c'est pourquoi lui aussi est nul. Et donc on dit, au-delà de l'étape 3, nous pouvons voir la totalité du soluté, donc du sodium en milieu intracellulaire. Donc là, c'est faux, parce que du coup, on va avoir un équilibre des concentrations de part et d'autre de la membrane, et il ne va pas avoir la totalité du soluté d'extracellulaire qui va arriver en intracellulaire. Non, on va arriver à l'état d'équilibre où le gradient de concentration va être nul, et on va avoir une concentration identique de part et d'autre de la membrane. Donc ça, était bien faux. Donc finalement, les réponses justes au QCM 16, c'était la réponse D. Alors QCM 17, donc c'est un instrument de Dutrochet. Je sais que vous n'avez pas trop l'habitude d'en faire, c'est pour ça qu'on va essayer de corriger ce QCM assez lentement pour que vous compreniez bien les phénomènes qui sont en jeu et qu'après vous puissiez pas vous tromper. En soi, il n'y a qu'une seule formule à apprendre. Il faut bien comprendre le phénomène pour justement pas se faire piéger bêtement dans les items. Item A, la colonne d'eau exerce une pression qui fait rentrer l'eau dans l'osmomètre. Ça c'est faux. La colonne d'eau, en fait, elle est à l'origine d'une pression hydrostatique qui fait sortir l'eau de l'osmomètre. Pourquoi? En fait, l'eau, elle va être à l'origine d'un poids. Et je vais vous montrer sur le schéma, ce sera plus simple. L'eau qui n'était pas donc ici au départ, qui est maintenant au départ, elle va être à l'origine d'un poids sur le reste de l'eau, comme un piston en fait qui va appuyer. Et donc, elle va avoir tendance à faire sortir l'eau en créant un flux de convection. Donc, elle ne fait pas rentrer l'eau dans l'osmomètre, elle fait plutôt sortir. Item B, le NaCl crée une pression osmotique qui fait rentrer l'eau dans l'osmomètre. Alors celui-là, il est vrai. En fait, quand on va rajouter du NaCl dans l'osmomètre, on va augmenter la concentration osmolale de ce dernier. Donc on va avoir un gradient de concentration de part et d'autre de la membrane en bas de l'osmomètre. Et cette membrane, vu qu'elle ne laisse pas passer les solutés, l'eau qui est à l'extérieur de l'osmomètre, elle va rentrer dans l'osmomètre pour pouvoir diluer l'intérieur. Parce que la concentration osmolale, elle est plus élevée dans l'osmomètre qu'à l'extérieur de l'osmomètre. Donc l'eau, elle va rentrer dans l'osmomètre. Voilà, donc là, c'est plus un flux de convection, mais bien un flux de diffusion. Et quand le flux de convection et le flux de diffusion, c'est-à-dire que le poids qui est exercé par l'eau qui est rentrée par le flux de diffusion, ils vont se compenser, on va atteindre l'équilibre. Donc en fait, il ne va plus y avoir de mouvement d'eau, et on va rester à l'équilibre, et on va pouvoir faire nos calculs. Donc, on le voit bien ici, avant qu'on mette le NaCl, la colonne d'eau, elle est au niveau de l'eau, et donc c'est l'état initial. Une fois qu'on rajoute le soluté, la concentration osmolale, elle va augmenter dans l'osmomètre. L'eau va rentrer pour diluer l'intérieur de l'osmomètre. Ça va faire augmenter la colonne d'eau. Cette colonne d'eau, elle va appuyer sur le reste de l'eau et créer un flux de convection. Et les deux, donc, ils s'équilibrent et on atteint l'état d'équilibre. Et quand l'état d'équilibre est atteint, on peut avoir notre hauteur et calculer ce qu'on veut calculer.
Donc à l'état initial, le flux de filtration et le flux de diffusion se compensent. Donc non, c'est à l'état d'équilibre, ça paraît logique. Oui, alors à l'état initial, le flux diffusif d'eau il va être plus important. Et après, on va avoir le flux de convection qui va augmenter au fur et à mesure que le volume d'eau va augmenter. D. La concentration à l'intérieur de l'osmomètre est de 0,5 osmoles par litre. Donc pour l'osmomètre de litre rocher, vous avez une seule formule à prendre. C'est celui-là, c'est delta P est égal à moins ρGH. On sait que delta P est égal à RT fois delta des concentrations osmolales. Donc on remplace. On isole la concentration osmolale qu'on veut avoir. Donc la concentration osmolale 1, c'est... Je vais faire avec la souris. La concentration osmolale 1, c'est la concentration à l'extérieur. Et la concentration osmolale 2, c'est la concentration à l'intérieur. Du coup, on sait que la concentration à l'extérieur est égale à 0. Parce qu'on n'a que de l'eau à l'extérieur, on n'a pas de NaCl. On la rajoute que dans l'osmomètre. On l'a isolé. On fait notre application numérique. On fait bien attention aux unités. Ici, la hauteur, elle est en mètres. Donc on l'avait en centimètres. Donc on fait x 10 puissance moins 2. Et la température, elle est en Kelvin, donc on rajoute 273, était 3 degrés Celsius, donc on rajoute 273 pour passer en Kelvin. Et on trouve bien 0,5 osmoles par litre. Donc l'item E, il était faux. Faut voir la correction de l'item D, et voilà. Donc c'était les réponses étaient BD. Voilà, je vous souhaite un bon courage pour le confinement, et je vous laisse avec le dernier item à corriger. Coucou, encore moi. Alors pour ce dernier QCM, il s'agit d'un bon donnant des familles. Donc on est dans le cas où on a deux compartiments de volume égaux, donc une cuve de 2 litres, qui est séparée par une membrane dialysante, donc en deux compartiments de 1 litre chacun. Dans un compartiment, il y a 23 grammes de PCl4 et dans l'autre du KCl, et on ne sait pas combien il y a de KCl dans le compartiment 2 à l'état initial, c'est pourquoi on a besoin de toi. Alors, on va d'abord schématiser la situation qu'on a. On a une cuve de 2 litres séparée en deux par une membrane dialysante en 1 litre chacun, dans le compartiment 1 du PCl4, dans l'autre du KCl. Le PCl4 se dissocie en P4+, et en 4Cl-, et le KCl en K+, et en Cl-. Étant donné qu'il s'agit de deux électrolytes forts, tous les deux, ils seront entièrement dissociés, il n'y aura plus de forme non dissociée à l'équilibre. Donc on aura du P4+, du Cl-, du Cl- et du K+. Donc là, c'est avant tout déplacement moléculaire. La protéine ne diffuse pas, c'est une des particularités du donnant. La protéine ne diffuse jamais et elle va imposer son signe au compartiment dans lequel elle reste. Du fait que la protéine ne va pas diffuser, le Cl- ne va pas diffuser. Pourquoi? C'est pour respecter le principe d'électroneutralité. En fait, j'avais mon mémotechnique en PACES qu'on m'avait donné, c'était une solution ne peut exister que si elle est électriquement neutre. De fait, le Cl- qui est lié au PCl4, qui sont reliés par cette réaction d'électroneutralité, puisque le P4+, la protéine ne va pas pouvoir diffuser, alors le Cl- ne va pas pouvoir dissocier. Par contre, le K+, lui, il veut diffuser pour équilibrer les concentrations des deux côtés de la membrane, puisque la nature veut tendre à un équilibre des concentrations. Donc le K+, va pouvoir diffuser à condition que le Cl- diffuse avec, par souci, encore une fois, d'électroneutralité. Donc le K+ va pouvoir diffuser si et seulement si il y a un ion chlorure qui l'accompagne dans son déplacement. Donc on aura à la fin un déplacement de K+ et de Cl- du compartiment 2 vers le compartiment 1 et pas l'inverse. Donc on peut commencer les items. Item 1, à l'état initial, on demande la concentration de Cl- dans le compartiment 1. On rappelle que PCl4 se dissocie en P4+, et en 4Cl-. Donc quand une mole de PCl4 se dissocie, ça va donner une mole de P4+, et 4 moles de Cl-. Donc il y aura toujours 4 fois plus d'ion chlorure que de protéines. On va calculer la concentration de PCl4, puisqu'on a la masse de PCl4 dans l'énoncé. On sait que la concentration c'est N sur V, et on sait que N c'est égal à M sur grand M, donc C c'est égal à M sur grand M fois V. Par application numérique, on obtient que la concentration de PCl4 est de 0,5 millimolaire. La concentration de PCl4,
est égal à la concentration de la protéine qui vaut 0,5 millimolaire comme vu précédemment. Et on a dit tout à l'heure qu'il y a toujours 4 fois plus d'ion chlorure, donc la concentration d'ion chlorure est 4 fois 0,5, donc de 2 millimoles par litre. À l'équilibre, on demande la concentration en Cl- dans le compartiment 1. Alors on a, donc, comme dit tout à l'heure, un flux de K+ et de Cl- du compartiment 2 vers le compartiment 1. Si on prend X, la quantité d'ion K+, qui va migrer du compartiment 2 vers le compartiment 1, il va y avoir aussi cette même quantité X de Cl- qui va partir du compartiment 2 vers le compartiment 1, encore une fois, par le respect du principe d'électroneutralité. Donc, si on dit que la concentration de K+ dans le compartiment 1 est de X millimoles par litre, alors la concentration de Cl- dans le compartiment 1 à l'équilibre est de 2 la concentration initiale plus la concentration X qui a été rajoutée puisqu'il y a une quantité X de Cl- qui passe dans le compartiment 2. Donc on a 2 plus X. Maintenant, on va pouvoir noter l'équation donnant. L'équation donnant, c'est celle-ci. K+ fois Cl- dans le compartiment 1 est égal à K+ fois Cl- dans le compartiment 2 à l'équilibre. Et ça, c'est valable pour des ions monovalents, donc avec des charges de l'ordre de 1, donc c'est-à-dire plus ou moins, mais pas de 2 plus ni de 2 moins, comme c'est le cas par exemple avec des ions Ca2+, où là par contre l'équation donnant sera un peu plus complexe. Donc maintenant, en prenant X qui vaut la concentration de K+ dans le compartiment 1 et Cl- et 2 plus X, la concentration de Cl- dans le compartiment 1, et comme dit dans l'énoncé, K+ fois Cl- dans le compartiment 2 à l'équilibre vaut 1 millimolaire carré. Donc on peut remplacer, on obtient X fois 2 plus X égale à 1. On développe, on obtient 2X plus X carré égale à 1. Donc X carré plus 2X moins 1 égale à 0. On est en présence d'un polynôme du second degré de la forme AX carré plus BX plus C égale à 0. Et pour le résoudre, on a la méthode du delta. Donc rappel, delta égale B carré moins 4AC. Et en appliquant, on obtient un delta de 8. Puisque le delta est positif, il y a deux solutions qui s'offrent à nous, x1 et x2, qui vaut moins b plus racine de delta sur 2a, ou moins b, je ne sais plus si j'ai dit moins ou plus, bon, c'est moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Donc on peut avoir un x1 qui vaut 0,414 millimolaire, et un x2 moins 2,414 millimolaire. Bien entendu, une concentration ne peut pas être négative, donc la concentration X, qui est égale à la concentration de potassium dans le compartiment 1 à l'équilibre, est de 0,414 millimolaire, et la concentration de Cl- dans le compartiment 1 à l'équilibre est égale à 2 plus X, c'est-à-dire donc 2 plus 0,414, qui est égal à donc 2,414 millimoles par litre. Item C, à l'équilibre, la concentration en K+, est de 0,414 millimolaire. C'est ce qu'on vient de calculer dans l'item précédent. Item D, à l'équilibre, la concentration de la protéine est la même entre les deux compartiments. Alors ça, non. Il faut bien faire attention, dans le donnant, la protéine ne va pas diffuser. Il ne pourra donc pas y avoir d'équilibrage des concentrations du fait de la non-diffusion de la protéine. La protéine ne diffuse pas et elle va donc imposer son signe au compartiment dans lequel elle se trouve. La protéine étant positive, le potentiel est positif dans le compartiment dans lequel elle se trouve, donc dans le compartiment 1. Et donc le potentiel n'est pas positif dans le compartiment 2, il est donc négatif a fortiori. Donc pour le QCM 18, c'était l'item C qui était vrai. Alors voilà, on est sur la fin de la colle 4. J'espère qu'elle s'est bien passée. Je tiens à vous faire un petit mot d'encouragement. Vous êtes à plus de la moitié du premier semestre. Donc vous entrez dans une période qui est compliquée, celle du confinement, celle aussi des révisions, ça commence à s'intensifier.
Donc lâchez rien, vous êtes les meilleurs, on est derrière vous, on vous lâchera pas. Si vous avez le moindre question, les moindres doutes, on est là pour vous, on sera toujours là pour vous. Et on croit en vous, vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Voilà, on vous fait des gros bisous et on vous aime fort. Alors, QCM1 concernant la détection. Alors, A, c'était vrai. Donc, dans un compteur paralysable, la détection d'une particule pendant le temps mort entraîne un allongement du temps mort. Donc ça, c'est vrai. Un compteur paralysable, c'est aussi appelé compteur cumulatif. Donc les temps morts se cumulent. En fait, quand une particule est détectée, le temps mort commence, voilà. Et si une nouvelle particule est détectée pendant ce temps-là, le temps mort est allongé. Par contre, la particule est reçue mais pas comptabilisée. Elle est détectée mais pas comptabilisée. Donc là, vous le voyez, la particule, là, le temps mort normal se passe, boum, il se termine. La deuxième particule, le temps mort commence, pouf, une particule est détectée pendant ce temps-là. Du coup, le temps mort est allongé, par contre, cette particule, elle n'est pas comptabilisée. Ici, on a 3 particules comptabilisées grâce à ce compteur. On verra après que les compteurs non paralysables détecteront plus de particules. Donc, vrai, la réponse B, dans un compteur non paralysable, la détection d'une particule pendant le temps mort est sans conséquence. Voilà, un compteur non paralysable, aussi appelé compteur fixe, donc les temps morts ne se cumulent pas. En fait, quand une particule est déjà détectée, il va y avoir son temps mort et se produit un phénomène de blocage du détecteur qui fait qu'une nouvelle particule ne pourra pas être capturée ou détectée. Voilà. Ici, 4 particules seront détectées. Contrairement à tout à l'heure, c'était 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, le temps mort commence ici, une nouvelle particule arrive, sauf que le détecteur, il s'en fout, il la prend pas en compte, il finit d'abord son temps mort avant de pouvoir détecter une nouvelle particule. Voilà, là, il y a 4 particules détecteurs, que tout à l'heure, c'était 3. Donc, concernant les détecteurs à gaz, les phénomènes physiques utilisés sont l'ionisation et pas la désexcitation et l'excitation. Voilà, c'est l'ionisation. En fait, là, la particule incidente, elle rentre par la fenêtre d'entrée, pouf, elle vient ioniser le gaz qui est à l'intérieur du détecteur pour créer un courant électrique, et ensuite, là, il va y avoir un amplificateur de courant qui fait que la particule est détectée, quoi. Et voilà, c'est l'ionisation. En fait, pour lier avec la question D, l'énergie de la particule qui entre dans cette fenêtre d'entrée, elle n'est pas importante pour la création de paires d'ions après. Donc en fait, on peut dire que l'énergie nécessaire pour créer une paire d'ions dans le détecteur, elle ne dépend pas de la nature de l'énergie de la particule. Et eux, c'était vrai. Donc le régime des compteurs Geiger-Müller fonctionne en tout ou rien avec un temps mort important. En fait, là c'est entre 1000 et 3000 volts de tension. Donc chaque rayonnement qui vient dans le détecteur entraîne une cascade d'ionisation, ce qui fait qu'il y en a tellement qu'on peut plus remonter à l'énergie de la particule d'origine. En fait, on dit que c'est un fonctionnement en tout ou rien, avec un temps mort important, et en fait c'est le régime des compteurs Geiger-Müller. Désolé, il y avait un moustique. Donc QCM A1, donc c'est A, B. Ok, dans le QCM2, c'était concernant la détection des rayonnements et plus précisément le détecteur à scintillation. Donc tout d'abord, un petit rappel sur le fonctionnement de ce détecteur. Donc c'est des photons incidents qui arrivent dans le scintillateur. L'énergie absorbée, elle est transmise sous forme de photons de scintillation. Plus il y a d'énergie absorbée, plus la quantité de photons de scintillation est importante. Ces photons de scintillation ont une énergie moindre et donc peuvent être plus facilement détectés. Ça paraît un peu paradoxal, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ces photons vont ensuite passer par une photocathode et ainsi atteindre le photomultiplicateur. La photocathode va transmettre le flux de photons en un flux d'électrons et les dinones, quant à elles, vont ensuite attirer les électrons et permettre leur multiplication. Le nombre d'électrons est augmenté d'un facteur 10 puissance 10, donc ça, il faut absolument le retenir. Et enfin, les électrons détectés sont donc au final proportionnels à l'énergie déposée au départ. Donc, item A, il était faux. Le phénomène physique utilisé par le détecteur à scintillation, c'est non pas l'ionisation, mais l'excitation et la désexcitation. Pour rappel, ce sont les détecteurs à gaz et l'émulsion photographique qui utilisent l'ionisation.
Item B, il était vrai. Lors de l'utilisation du détecteur à scintillation, la quantité de lumière émise, elle est proportionnelle à l'énergie absorbée par le scintillateur. Ensuite, on passe sur le schéma. Donc, le schéma, il est vraiment à connaître. Il est tombé au partiel en 2018, je crois bien. Donc, il faut vraiment le connaître et connaître la légende aussi. Donc, le D, ça désigne non pas un flux de photons, mais un flux d'électrons. L'item D, il était vrai. A, ça désigne le scintillateur, donc c'est bien le lieu de l'absorption de l'énergie du rayonnement. C'est un milieu solide ou liquide où se produit l'absorption de l'énergie du rayonnement, suivi de l'émission de photons. Donc pour parler de l'émission de photons, on parle aussi de la scintillation. Et lors de la désexcitation de certains... Donc ça se produit lors de la désexcitation de certains atomes du milieu. Et enfin, item E, donc c'est bien dans C que la transformation des photons de scintillation se fait. C'est bien dans C que la transformation des photons de scintillation en flux d'électrons, donc on passe bien de photons à électrons, s'opère. Donc c'est dans ça, cette transformation, elle s'opère dans le photomultiplicateur désigné par la lettre C. Donc QCM2, c'était B, D, E, et vous avez ici le schéma complet, donc que je répète, qui est à connaître. Donc du coup, on se retrouve pour ce QCM3 portant donc sur les propriétés colligatives des solutions. Donc dans l'item A, on vous disait donc l'abaissement du point d'ébullition est une propriété colligative. Donc nous, en fait, c'est l'augmentation du point d'ébullition et en revanche la diminution du point de congélation qui sont des propriétés colligatives. Donc en fait, là, il faut comprendre que l'eau restera liquide plus longtemps. Pourquoi? Puisqu'en fait, le fait qu'on n'ait pas un solvant pur, mais bien la présence donc d'un soluté avec ce solvant, ce qui formera une solution, puisque vous savez, les propriétés colligatives concernent les solutions. Et bien en fait, la présence de ce soluté avec ce solvant, ça nécessitera des températures qui sont plus extrêmes pour passer d'un état à un autre. C'est-à-dire que comme on aura du soluté avec ce solvant, on aura besoin d'une température beaucoup plus haute pour passer de l'état liquide à l'état gazeux et donc arriver à cet état d'ébullition. Tout comme on aura besoin d'une température beaucoup plus négative pour passer de l'état liquide à l'état solide et avoir un point de congélation. C'est pourquoi en fait, vous le savez, en hiver, on va saler les routes. Pourquoi on va saler les routes? Donc en fait, si on met du sel, donc du NaCl, sur l'eau qui est sur la route, en fait, qui est gelée, et bien en fait, on va diminuer la température de congélation. Ça, du coup, qu'est-ce que ça va impliquer? Ça va impliquer que si on diminue la température de congélation, c'est-à-dire la température pour laquelle l'eau passe de l'état liquide à l'état solide, et bien si on la diminue encore, l'eau du coup repassera à l'état liquide et ne sera plus l'état solide, d'accord? Donc on n'aura plus de la glace, mais on aura bien de l'état liquide avec donc de l'eau liquide. Donc voilà pour ça. Là on voit que l'eau pure, en fait, à 0 degré, on a un état d'équilibre entre la solidification et la liquéfaction. Et donc à l'état d'équilibre, la glace, elle ne fond pas. En revanche, on voit que pour l'eau salée, et bien du coup, on va diminuer le point de congélation. Donc par exemple, l'eau, elle se congélera non plus à 0 degré, mais à -3, -4 degrés. Et du coup, la glace, elle va fondre, elle va repasser à l'état liquide si on a une température qui est supérieure à la nouvelle température de congélation. Donc dans l'item B, on vous disait que plus une solution était concentrée, plus son point de congélation était haut, donc non. Plus une solution est concentrée, plus son point de congélation il va être bas, au contraire. Dans l'item C, on vous disait, dans le cas d'une cuve incompressible séparée par une membrane indéformable, on pourrait observer un changement des concentrations dû à l'existence d'un gradient. Donc non, puisqu'en fait, si on a une membrane qui est indéformable avec une cuve incompressible, donc déjà le fait que la membrane soit indéformable, ça veut dire qu'elle ne bougera pas, elle restera toujours vraiment comme elle est, elle ne bougera pas. Et le fait qu'on ait une cuve incompressible, ça va impliquer qu'on n'aura aucun changement de volume. C'est-à-dire que si on a des molécules de soluté qui se déplacent à travers la membrane pour venir rétablir les concentrations, en fait, ça fera varier un petit peu le volume de la cuve du fait de ces nouvelles molécules de soluté qui arrivent. Et ça, du coup, c'est pas possible parce que du coup, la cuve, elle est incompressible et du coup, le volume de cette cuve ne peut pas varier. Donc, quand on a une cuve incompressible avec une membrane indéformable, aucune variation de volume n'est possible, donc aucun déplacement moléculaire en revanche pour le soluté. Mais du coup, le solvant, en fait, il pourra passer d'un compartiment à l'autre si jamais la quantité qui part et la quantité qui arrive restent les mêmes. Dans l'item D, on disait plus la température d'une solution est importante, plus la pression osmotique de la solution est importante, donc c'est vrai. Donc on regarde ici la formule de la pression osmotique qui nous dit que pi est égal à... Donc pi solution est égal à la somme des pressions exercées par tous les solutés, et donc à R fois T fois la concentration de tous les solutés. Et donc on voit ici bien que la température et la pression sont de grandeur proportionnelle.
Donc en fait, plus on a une température qui est importante, plus les molécules auront tendance à s'agiter, et donc les molécules auront plus tendance à se déplacer et à venir appliquer des pressions contre les membranes par exemple, et donc à favoriser une pression osmotique. Tac. Dans l'item E, on vous disait que si on plaçait des globules rouges dans une solution hypertonique, on pourra observer une hémolyse, donc non, c'est une plasmolyse qui pourrait être observée, donc on va regarder les schémas. Donc ce petit tableau qui est à connaître par cœur, qui est extrait de votre cours. Et donc on va reprendre un peu ce qui se passe là. Donc si on est dans un milieu hypotonique, ça veut dire que le milieu extérieur est moins concentré que le milieu interne des globules rouges. Donc vous le savez, l'objectif de la nature, c'est de rétablir les concentrations de part et d'autre des membranes. Donc comme je suis beaucoup moins concentré ici que ici, je vais avoir un flux d'eau qui va avoir tendance à aller de l'extérieur vers l'intérieur, et donc un globule rouge qui va avoir un volume qui va augmenter, donc qui va gonfler, donc ça c'est ce qu'on appelle une turgescence, et à terme, si vraiment on est très hypotonique, on va avoir beaucoup d'eau qui va rentrer, et donc les globules rouges auront tendance à presque éclater, donc ça c'est ce qu'on appelle une hémolyse partielle. En milieu isotonique, donc ça veut dire qu'on a la même concentration de part et d'autre de la membrane, donc vous le savez, hein, c'est 300 milliosmoles par litre. Et donc là, en fait, on a autant d'eau qui rentre qui sort, donc la forme des globules rouges ne change pas, c'est toujours l'état de disque biconcave. En milieu hypertonique, par contre, ça veut dire qu'on est beaucoup plus concentré à l'extérieur qu'à l'intérieur. Du coup, on va avoir un flux d'eau qui va avoir tendance à sortir des globules rouges pour venir diluer ce milieu extérieur qui est plus concentré. Et donc les globules rouges, ils vont avoir un volume qui diminue, ils vont avoir tendance un petit peu à se ratatiner. Et ça, c'est ce qu'on appelle une plasmolyse. Donc il fallait cocher le D vrai pour ce QCM3. QCM4, concernant les déplacements moléculaires. Donc A, le flux diffusif, c'est vrai, donc le flux diffusif d'un soluté se dirige du compartiment le plus concentré vers le moins concentré. En effet, en fait, les molécules du soluté, elles chercheront toujours à équilibrer leur concentration entre les deux cuves. Donc en fait, elles iront de l'endroit où il est le plus présent vers là où il est le moins présent. Voilà. Donc en fait, ça crée un flux de soluté. Donc si on a 3 d'un côté, 1 de l'autre, il y a un flux qui va se créer pour faire 2 et 2. Par contre, ce flux, mais voilà, il créera un flux à travers la membrane, quoi. Donc B, c'est faux. Plus la masse molaire d'un composé est élevée, plus le flux diffusif de celui-ci augmente. C'est faux. Donc là, il y a une approche logique. Mais c'est l'inverse, ça diminue. Plus la masse molaire est grande, plus la molécule, entre guillemets, sera grosse. Plus la masse molaire est grosse, ça voudra dire que plus la molécule sera grosse, entre guillemets. Donc plus la molécule est grosse, et plus elle aura du mal à passer à travers la membrane, en fait. Et donc plus le flux sera faible. Par contre, on peut aussi le voir avec la formule. Le flux diffusif, il est égal à dm fois la section de la membrane, fois le gradient de concentration. Le gradient de concentration, il s'exprime une concentration sur une épaisseur. La concentration, c'est ça. Et on voit que grand M, il est au dénominateur. Donc en fait, grand M est inversement proportionnel. La masse molaire est inversement proportionnelle au flux diffusif. Donc, si l'un augmente, l'autre diminue. Si c'est faux, l'eau elle diffuse du compartiment dans lequel elle est le moins concentrée vers là où elle est le plus. Ben non, c'est l'inverse. L'eau elle se comporte comme un soluté. Elle ira toujours vers l'endroit où elle est le moins concentrée, à partir de l'endroit où elle est le plus. En fait, parce que souvent on vous dit que l'eau qui est souvent solvant, elle diffuse vers l'endroit où le soluté est le plus concentré, ce qui est vrai du coup. Il faut faire attention entre soluté et solvant. L'eau elle diffuse vers là où le soluté est plus concentré, mais vers là où le solvant est moins concentré. Voilà, c'est là on vous a fait un schéma, regardez. Ouf, là le soluté est très concentré. Donc l'eau elle diffuse là. Mais elle diffuse là parce que l'eau est moins concentrée ici. Voilà, tout simplement. Donc D c'est faux. La convection du solvant correspond à l'entraînement des molécules par le flux de soluté. En fait c'est l'inverse. On appelle ça le solvant drag. En fait le solvant drag c'est on a beaucoup de solvant et un peu de soluté. Donc le solvant il se dirige et il y a des petites molécules de soluté dedans qui seront emportées. Et en fait c'est ça le solvant drag. La migration, donc c'est vrai, la migration électrique intéresse les ions uniquement. Donc oui, pourquoi? Parce que pour qu'il y ait une migration électrique, il faut des charges électriques. Or les ions sont les seules particules qui en possèdent. C'est quoi un ion d'abord? Un ion c'est un atome ou un groupement d'atomes, donc ça peut être une protéine. Portant une charge électrique,
notamment parce que ça a gagné ou perdu un électron en fait, un ou plusieurs d'ailleurs. Voilà, et bonus, donc ces diffusions, elles se font par souci d'électroneutralité des solutions en fait. Parce qu'une solution, pour exister, il faut qu'elle soit électriquement neutre. Mais aussi par équilibre des charges entre deux compartiments. Là, c'est comme les équilibres de concentration, il y aura aussi des équilibres de charges. C'est-à-dire que s'il y a 3 charges, s'il y a 2 charges moins, une charge plus, et une charge plus, mais il y a une charge moins qui va avoir tendance à aller de l'autre côté pour faire une charge plus, une charge moins, une charge plus, une charge moins. Voilà. Et en fait, ces migrations, elles jouent un rôle très important dans l'existence de l'effet donnant. Vous verrez plus tard dans la colle. Donc QCM4, c'est AE. Ok, donc QCM7, c'était concernant les échanges au niveau des capillaires sanguins. Donc l'item A, il était faux. Le flot osmotique d'eau a tendance à se déplacer vers le milieu le plus concentré en soluté afin de rétablir l'équilibre de concentration. Donc ça, il faut bien comprendre ce phénomène. Il faut savoir que l'eau se déplacera toujours dans le but de rétablir l'équilibre des concentrations, c'est-à-dire de diluer, par exemple, s'il y a un compartiment qui est plus concentré qu'un autre. Ensuite, item B, il était faux également. Le phénomène de Starling décrit les échanges de soluté entre le compartiment interstitiel et le compartiment plasmatique et non pas intracellulaire. Item B, il était également faux. Le flux net d'ultrafiltration au niveau du capillaire dépend du sens de la pression efficace de filtration. Et cette pression efficace, elle est égale donc à la pression hydrostatique moins la pression oncotique. Donc la pression oncotique, c'est la pression qui est exercée par les protéines. Et concernant la pression hydrostatique, donc notée delta P, c'est la pression des capillaires à laquelle on soustrait la pression du milieu interstitiel et non pas l'inverse. Donc là, il fallait faire attention à ce petit piège. Ensuite, l'item D, il était faux. Lorsqu'on se déplace à l'intérieur du capillaire, la pression hydrostatique reste constante alors que la pression oncotique diminue. Donc ça, c'est faux. Le long du capillaire, la pression oncotique, elle est toujours constante due à la présence des protéines dans le sang, donc comme j'ai dit tout à l'heure. En revanche, la pression exercée par le sang dans le capillaire, elle diminue. Donc la pression dans les capillaires est diminue, donc on est noté P de C. Ceci s'explique par le fait que de l'entrée à la sortie du capillaire, on remarque une diminution de la résistance à l'écoulement sanguin. Donc le sang s'écoule plus facilement, donc la pression diminue. En gros, plus on s'éloigne du cœur, plus la pression exercée dans les capillaires elle diminuera. Et de ce fait, la pression hydrostatique delta P, elle diminue aussi. Donc, petit rappel donc, de delta P, c'est bien la pression dans les capillaires moins la pression interstitielle, dans le milieu interstitiel. Et donc, la diminution de la pression efficace. Donc, si tout ça diminue, ça veut dire que la pression efficace, elle va avoir un signe qui s'inverse. Et ce qui permet d'expliquer le fait que au pôle artériel, la pression hydrostatique elle est supérieure, donc elle permet la sortie de nutriments vers le milieu interstitiel, tandis qu'au pôle veineux, il y a la récupération des déchets, c'est-à-dire sortie du milieu interstitiel vers le capillaire sanguin. Et l'item E, il était faux également. Donc le signe de la pression efficace de filtration est identique au pôle artériel et veineux, donc c'est le schéma que je vous ai montré juste avant. Et donc, c'était faux, puisque la pression efficace, elle change de signe. Alors du coup, nous on se retrouve pour le QCM6. C'est un QCM de cours sur la filtration glomérulaire. Alors d'abord, premier item, ça nous parlait du coup du glomérule. Le glomérule, c'est bien la chambre de filtration qui comporte un filtre dialysant à travers lequel sont ultrafiltrés pour l'ensemble des néphrons, non pas 17 litres, mais 170 litres de plasma par jour. Du coup, c'était bien pour ça que l'item était faux. Petit rappel, les reins sont constitués chacun d'1 million de néphrons qui vont fonctionner en parallèle. Le néphron, c'est l'unité fonctionnelle rénale. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le néphron, en fait, il va contenir un glomérule et un tubule. Et c'est ce tubule-là qui va réabsorber la plus grande partie de l'ultrafiltrat pour ajuster le volume de l'urine définitive. L'item A, du coup, était bien faux. L'item B, il était vrai. La pression oncotique, pi, ça augmente bien le long du capillaire glomérulaire. Alors, pour comprendre ce phénomène, je vais vous l'expliquer. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le sang, on a une concentration en protéines qui va être beaucoup plus élevée que dans l'urine primitive. Okay ?
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a la pression oncotique, c'est une pression osmotique, mais due aux protéines. C'est pourquoi on l'appelle pression oncotique. Comme on a une concentration en protéines qui est beaucoup plus élevée dans le sang, on va avoir une pression qui va être aussi beaucoup plus élevée dans le sang qu'en dans les urines. Lorsqu'en fait on a le sang qui va être filtré, on va avoir des barrières qui vont empêcher ces protéines, donc qui sont des macromolécules, de sortir du capillaire. Par contre, l'eau, elle, peut sortir en abondance. Comme on va avoir l'eau l'eau peut sortir, mais les protéines ne peuvent pas sortir, on a une concentration protéique qui va augmenter, ce qui va faire qu'on a une pression oncotique qui augmente. Donc pour l'instant, c'est juste une histoire de concentration, puisque la concentration et la pression, dans ce cas-là, vont être liées. Donc vous avez ce petit schéma-là pour vous simplifier les choses. Vous avez bien l'écoulement sanguin qui se fait dans le capillaire. Une membrane dialysante, donc pour vous expliquer que les protéines ne peuvent pas passer par cette membrane-là, puisque ce sont des macromolécules. Et on a bien une pression oncotique qui va augmenter le long du capillaire glomérulaire. Au final, on va avoir le sang qui va arriver avec une pression hydrostatique au début beaucoup plus importante, donc ce qui va permettre la filtration du sang. De ce fait, donc avec la perte de solvant au niveau sanguin, donc de l'eau, on a une concentration de protéines sanguines qui va augmenter, donc ce que je vous avais dit précédemment, ce qui va faire qu'on a une pression oncotique qui va être importante. Donc pour l'instant, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Et du coup, on a un transfert d'eau du glomérule vers le sang qui va devenir majoritaire au niveau de la fin de ce capillaire-là pour revenir diluer le milieu sanguin, puisqu'elle est trop concentrée en protéines. Puisqu'il est trop, pardon. Et on peut dire que c'est l'inverse du phénomène de Starling. L'item C, il était faux. Les capillaires glomérulaires se distinguent des autres capillaires de l'organisme non pas par leur grande résistance à l'écoulement sanguin, mais par leur faible résistance. La résistance à l'écoulement sanguin, qu'est-ce que c'est ? En fait, la résistance à l'écoulement sanguin, c'est une résistance qui va être créée par les parois des vaisseaux sanguins. Par exemple, si on prend l'exemple des artérioles, qui ont une composante musculaire très importante, on va avoir du coup le sang qui va arriver avec une certaine pression, et en fait, on a les parois des vaisseaux qui vont, elles, créer une résistance importante du fait du coup de cette composante musculaire. On peut du coup appliquer et comprendre ce phénomène avec la pression hydrostatique, donc qui, elle, va diminuer le long d'un capillaire. À l'entrée, on va avoir cette pression qui est plus haute qu'à la sortie du capillaire, puisqu'en fait, au début, on va avoir une grande résistance. Comme on a une grande résistance, on va avoir une pression du contenu du capillaire qui va être grande. A l'inverse, quand on est à la sortie du capillaire, on va avoir une résistance qui va être beaucoup moins importante, et du coup, si on a une résistance beaucoup moins importante, on a une pression qui va être également moins importante. L'item D, lui, il était vrai. La différence essentielle entre le plasma et l'urine primitive, c'est bien l'absence de protéines dans les urines. Petit plus, c'est pas forcément à savoir, mais c'est intéressant de le connaître. C'est qu'en fait, si on a si on a une forte concentration de protéines dans les urines, c'est souvent synonyme d'une anomalie ou d'une anomalie rénale, d'une maladie rénale, pardon. C'est souvent aussi du coup dû à une altération de cette membrane du glomérule qui de base est censée être dialysante, donc elle ne laisse pas passer les macromolécules. Et du coup, si on observe des protéines dans cette urine, c'est qu'en fait la membrane est défectueuse, elle a laissé passer ces protéines. L'item E, il était bien vrai, l'insuffisance rénale peut être due à la diminution de la différence de pression hydrostatique, mais pas seulement. Elle peut également être due donc, à une augmentation de la pression oncotique moyenne, à une diminution de la constante de filtration des glomérules, mais également à une diminution donc, importante du nombre de néphrons. Donc pour ce QCM6, les réponses étaient B, D et E. Voilà, donc du coup c'est fini pour cette correction, donc on espère que ça a été. Si jamais vous n'avez pas trop réussi, vous inquiétez pas, hein, je vous le répète, la biophys ça demande du temps et de l'entraînement, surtout que cette colle était pas spécialement facile, il y avait beaucoup de nouvelles choses. Donc voilà, là vous avez d'autant plus de temps pour vous entraîner, donc faites des colles, entraînez-vous. Et voilà, gros bisous de la biophys.